Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Ridley Scott, sorti en 1982, Blade Runner. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Blade Runner, c'est un film de science-fiction américain réalisé par Ridley Scott et sorti en 1982. Son scénario s'inspire assez librement du scénario du roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » de l'auteur Philip K. Dick, à qui le film est dédié. L'action du film se situe à Los Angeles en 2019 et met en scène Rick Deckard, interprété par Harrison Ford, un ancien policier qui reprend du service pour traquer un groupe de réplicants, des androïdes créés à l'image de l'homme, menés par l'énigmatique Roy Batty, interprété par Rutger Hauer. Le développement du projet ainsi que le tournage sont difficiles, les producteurs peu satisfaits de la version du réalisateur opèrent quelques changements, modifiant notamment la fin du film. À sa sortie, le film est un échec commercial aux États-Unis et est accueilli durement par la critique. Il remporte néanmoins 3 BAFTA Awards ainsi que le prix Hugo et rencontre le succès dans le reste du monde. La notoriété du film s'améliore avec les années, notamment lorsqu'une version Director's Cut est approuvée par Ridley Scott sort en 1992. Cette version instaure plus clairement le doute quant à la nature réelle de Rick Deckard et renforce donc la thématique principale du film, qui est un questionnement sur l'humanité. Le style du film et son ambiance néo-noire font désormais une référence de la science-fiction et plus particulièrement du mouvement cyberpunk. Le style est semblable à ce que Charles Baudelaire nommait le spleen, un sentiment coupable de mélancolie, de solitude, d'imminence de la mort dans une atmosphère lourde, oppressante et décadente. En 1993, le film est sélectionné par le National Film Registry pour être conservé en raison de son importance. Il est classé par l'American Film Institute à la 97e place de son classement des 100 plus grands films américains de tous les temps. Et il acquiert depuis là un véritable statut de film culte et est considéré comme un film majeur de l'histoire du cinéma, car précurseur de différents styles. Par la suite, nombre de films, séries télévisées et jeux vidéo s'en sont inspirés. Une version restaurée, baptisée Final Cut, sort en 2007. L'objet du film fait une suite, Blade Runner 49, réalisé par 2049, réalisé par Denis Villeneuve, sorti en 2017. En novembre 2019, dans un Los Angeles pluvieux et crépusculaire, perpétuellement couvert de smog, la planète a vu disparaître la quasi-totalité de la faune à la suite de la surexploitation, de la pollution, des guerres nucléaires et du dérèglement climatique d'origine anthropique. La population est encouragée à émigrer vers les colonies situées sur d'autres planètes. Pour les besoins des humains, ont été créés des animaux artificiels, ainsi que des androïdes, non pas des robots mécaniques, mais des êtres vivants dont les organes, fabriqués indépendamment et par manipulation génétique, sont assemblés pour leur donner apparence humaine. Ils sont appelés réplicants. Ceux-ci sont considérés comme des esclaves modernes et utilisés pour les travaux pénibles ou dangereux dans les forces armées ou comme objet de plaisir. Les réplicants sont fabriqués par la seule Tyrell Corporation, dirigée par Eldon Tyrell, et dont le siège est installé dans le colossal building pyramidal qui domine la ville,
Après une révolte sanglante et inexpliquée de répliquants dans une colonie martienne, ceux-ci sont interdits sur Terre. Des unités de police spéciales, les Blade Runners, interviennent pour leur appliquer la loi contre les contrevenants androïdes, ce qui consiste à tuer n'importe quel répliquant en situation irrégulière. Cette opération est appelée retrait. Mais les androïdes les plus modernes étant difficiles à distinguer des humains, les Blade Runners doivent enquêter longuement par un test établissant leur absence d'empathie qu'ils ne sont pas censés éprouver afin d'avoir la certitude qu'il s'agit bien d'un androïde avant de le mettre hors circuit. Alors le synopsis détaillé. 6 réplicants du modèle Nexus 6, généreusement perfectionnés, d'une durée de vie limitée à 4 ans pour éviter qu'ils ne s'humanisent, détournent un vaisseau spatial dont ils massacrent l'équipage et les passagers avant de regagner la Terre. Ils essayent d'infiltrer dans la Tyrell Corporation, mais 2 d'entre eux meurent de la tentative et les autres disparaissent. Plus tard, Dave Holden, un Blade Runner, lui fait passer le test de Voight-Kampff à Léon Kowalski, un nouvel employé de la Tyrell Corporation. Mal à l'aise, Léon, qui est un des réplicants impliqués dans l'affaire, lui tire dessus. Gaff, un policier amateur d'origami, contacte alors Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a quitté le service. Il le conduit à Bryant, l'ancien supérieur de Deckard. Bryant informe que Deckard de la situation et lui montre la vidéo où Léon tire sur Holden. Le chef des Blade Runner fixe la mission de Deckard, retrouver et éliminer Léon, Zora, Priest et Roy Batty, le chef du groupe, les 4 réplicants disparus. Deckard se rend à la Tyrell Corporation pour y rencontrer Tyrone Holden, le créateur des réplicants, afin d'obtenir des informations sur le Nexus 6. Tyrell lui demande de faire passer le test de Voight-Kampff à Rachel, son assistance. À l'issue d'une longue série de questions, Deckard détermine que Rachel est un répliquant. Tyrell explique ensuite que l'on ne sait pas car on lui a implanté de faux souvenirs, ceux de sa nièce qui lui fournissent une mémoire émotionnelle. Pendant ce temps, Léon et Roy vont à la rencontre de Hannibal Chu, le scientifique qui conçoit des yeux des androïdes. Ils cherchent quelqu'un qui serait capable d'allonger leur durée de vie, et Chu leur indique le nom de J.F. Sébastien, un généticien très proche de Tyrell. Rachel rend visite à Deckard afin qu'il lui confirme ou non ses soupçons sur son véritable statut. Il lui dit la vérité. De son côté, Priest gagne la confiance de Sébastien en se faisant passer pour un sans-abri. Il la recueille dans l'immense immeuble entièrement vide dans lequel il vit en compagnie de ses créations robotiques. Plus tard, Deckard fouille l'appartement de Léon où il trouve une photo de Zora et une écaille de serpent artificiel. Ces indices le conduisent au club de striptease de Taffy Lewis où travaille Zora. Elle découvre aisément les intentions du policier, ce qui entraîne une course-poursuite dans les rues de Los Angeles, au terme de laquelle Deckard retire Zora. Bryant le félicite, mais l'informe qu'il doit désormais également retirer Rachel, qui a disparu de la Tyrell Corporation. Cette nouvelle attriste Deckard, qui a des sentiments pour elle. Il remarque que Rachel dans la foule, mais il est attaqué et désarmé par Léon. Le répliquant est sur le point de tuer Deckard quand Rachel lui tire une balle dans la tête avec l'arme de Deckard. Ce dernier accompagne Rachel chez lui et lui promet qu'il ne la pourchassera pas. C'est à ce moment que Rachel conseille à Deckard de faire le test sur lui-même, un nouvel indice quant à la possible nature de Deckard qui vient s'ajouter aux nombreuses allusions qui laissent croire qu'il pourrait être un répliquant. Au même moment, Roy prie chez Sébastien et sympathise avec lui. En effet, ce dernier a une espérance de vie limitée car il souffre d'un vieillissement accéléré, le syndrome de Mathusalem. Ainsi, liés d'amitié, tous deux s'introduisent à la Tyrell Corporation et utilisent une partie d'échecs opposant Sébastien à Tyrell comme prétexte pour cette intrusion. Le chef des réplicants conseille un mouvement à son prétendu ami, ce qui a pour effet de lui faire remporter la partie.
Roy demande ensuite à son créateur de rectifier le caractère génétique qui limite sa durée de vie, mais Tyrell lui explique que c'est impossible. Tyrell cherche ensuite à flatter l'ego de Roy en vantant ses accomplissements, mais le répliquant l'assassine et tue ensuite Sébastien. Descartes, informé des événements, se rend chez Sébastien, où il est attaqué par Priest. Il parvient à tuer Roy, mais Roy arrive pas après. Le répliquant, sentant sa vie arriver à son terme, et rendu furieux par la mort de sa petite amie, donne la chasse à Descartes. Il lui laisse cependant une chance de lui échapper après avoir cassé plusieurs doigts de celui-ci. Descartes s'enfuit par le toit, mais rate un saut et s'accroche au rebord du toit. Au moment où il lâche prise, Roy le sauve. Le répliquant meurt après avoir livré à Descartes ses dernières pensées. Gaff survient ensuite et rappelle à Descartes que Rachel doit elle aussi mourir. Descartes retourne à son appartement où il trouve Rachel endormie. Il quitte les lieux et Descartes trouve alors un origami représentant une licorne. Une licorne étant apparue lors d'un rêve de Descartes, cela signifierait que Gaff connaissait ce rêve et que donc Descartes pouvait être un répliquant. Signe que Gaff était déjà passé, mais qu'il a laissé Rachel en vie. Dans la version Director's Cut du film, la dernière image est celle des portes de l'ascenseur se refermant derrière Descartes et Rachel, alors que la première version les montre ensuite tous les deux en voiture dans la campagne sous un ciel bleu. Les répliquants sont les androïdes créés et utilisés pour les êtres humains dans différents domaines, notamment militaires mais aussi domestiques. Plus ils sont évolués, plus leur durée de vie est courte. Pour éviter leur humanisation, dans le roman de Philippe Cadic, le terme utilisé est androïde. Cependant, le réalisateur Ridley Scott souhaite utiliser une nouvelle appellation pour éviter tout préjugé. Le scénariste David Van Peplold consulte sa fille qui étudie la microbiologie et la biochimie, qui lui suggère le terme « répliqué » correspondant au processus de reproduction des cellules clonées. Il en tire l'appellation « répliquant » et l'insère dans le scénario de Anton Fancher. Tels des machines, ils sont immatriculés. Ainsi, Léon reçoit l'identifiant N6 Mac 411717, Roy Batty N6MA, Pritz N6FA, Zora N6FA aussi. N6 correspond à la génération du répliquant, Nexus 6, et les trois lettres suivantes, Mac par exemple, indiquent respectivement le genre, le niveau psychique et le niveau mental. Le B, la moyenne humaine, et le A est le meilleur. Et les derniers chiffres représentent la date de naissance de l'androïde, soit le 2 juin 2016, 6-12-2016 pour Zora. Le niveau physique est à celui de Roy Batty, permet aux répliquants de supporter pendant une courte durée de temps des températures allant de moins 200 à 600 degrés. À l'instar des humains, les répliquants doivent se nourrir. Il est également possible qu'ils supportent et apprécient l'alcool. Or, différentes scènes prouvent plus ou moins explicitement que Descartes boit, ce qui accrédite l'idée qu'il est peut-être un androïde, entretenant une ambiguïté constante du film. Cette tendance peut s'expliquer par son besoin de gérer ses sentiments par la griserie. Les Blade Runners sont des policiers chargés de tuer et de retirer les répliquants qui ont contribué aux lois. Voilà, donc le budget du film est d'environ 28 millions de dollars. Il a été tourné aux États-Unis en format Technicolor Panavision 35 mm 2/39e et 2/20e en format 70 mm. Son Dolby SR et 6 pistes pour les copies gonflées au format 70 mm. IMAX 12.0 sur un Dolby Atmos. La durée est de 111 à 117 minutes selon les versions, Director's Cut ou pas. Il est sorti le 25 juin 1982 aux États-Unis
Et en France, le 15 septembre 1982, il est interdit aux moins de 12 ans. On retrouve Harrison Ford en Rick Deckard, Rutger Hauer en Roy Batty, Sean Young en Rachel, Edward James Olmos en Gaff, Helmut Walsh en Brian, Daryl Hannah en Pris. Voilà, que des acteurs assez connus. L'industrie du cinéma s'intéresse à la possibilité d'adapter le roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, peu après sa publication en 1968. Martin Scorsese est intéressé pendant un temps par le projet, mais il ne le financera jamais. Le producteur Herb Diaf met une option sur les droits d'adaptation au début des années 70, mais le scénario, écrit par son fils Robert, déplaît à l'écrivain. Celui-ci raconte que Robert Diaf est venu le voir pour discuter de projet et que dès sa descente de l'avion, la première chose que Dick lui a dit, c'est « Est-ce que je passe à tabac ici à l'aéroport ou est-ce que je devrais attendre qu'on soit rentré à mon appartement ?» Ridley Scott a du mal à s'acclimater au studio d'Hollywood. C'est le premier film qu'il réalise, à cause de la hiérarchie et de l'organisation qui y sont inhabituelles. Je crois que la mise en scène, telle que je l'ai pratiquée jusqu'à présent, m'a donné plus de liberté que je n'ai obtenu à Hollywood. J'ai donc dû apprendre à construire un film selon de nouvelles règles. À la base, par exemple, je suis opérateur, mais je ne pouvais exercer mes talents ici. Alors il a bien fallu que je me contente d'obtenir des images par l'intermédiaire de chefs opérateurs qui étaient très bons. Ça s'est bien passé, mais c'était entièrement nouveau pour moi. Le tournage débute le 9 mars 1981 et se termine 4 mois plus tard. Il se déroule à Los Angeles, au studio de Burbank, où sont recréés les Los Angeles futuristes que Scott trouve formidables, et dans des lieux comme Bradbury Building pour l'appartement de J.F. Sebastian et Lennis House pour celui de Deckard. C'est l'Union Station qui est utilisé comme décor pour le quartier général de la police. Durant le tournage, Scott a de nombreuses frictions avec Harrison Ford. L'acteur estime que le réalisateur ne lui donne pas assez d'indications sur la façon de jouer son personnage. Et il est irrité parce qu'il croit être un manque d'attention alors que Scott pense que Ford est suffisamment expérimenté pour ne pas avoir besoin de lui. Le réalisateur préfère conseiller les actrices Sean Young et Daryl Hannah, qui interprètent tous deux leurs 2 premiers rôles importants. Les conditions de tournage, souvent de nuit sous une pluie artificielle, n'arrangent pas l'humeur d'Harrison Ford, qui conserve un mauvais souvenir du tournage. Dans une interview pour The Daily Beast en 2021, Sean Young indique qu'après avoir refusé l'avance de Ridley Scott en marge du tournage, et estime que celui-ci lui avait fait payer en demandant à ce que les scènes d'amour avec Harrison Ford soient agressives et ne l'engageant pas plus par la suite. Ridley Scott rencontre également des soucis avec son équipe, essentiellement américaine, qui n'est pas habituée à ses méthodes de travail, au fait qu'il supervise étroitement la direction artistique du film. Plusieurs membres de l'équipe démissionnent pendant le tournage. La tension atteint son comble quand Scott dit à son interview pour un journal britannique qu'il préfère travailler avec une équipe anglaise. En signe de protestation, le personnel du film prépare des t-shirts où il est écrit « Yes, gouv my ass » « Oui, gouverneur, mon cul » et les mettent pour travailler. Informé, Scott arrive le même jour avec un grand chapeau d'amiral britannique sur lequel est inscrit « Gouv » ainsi qu'un t-shirt « Xenophobia sucks ». Ce trait d'humour allège la tension. Joanna Cassidy, arrivée vers la fin du tournage, avec son propre serpent, un python de Birmanie, alors âgé de 8 ans. L'acteur Apai, qui interprète Taffy Lewis, réussit à tourner sa scène en une seule prise, chose extrêmement rare dans le film de Scott, réalisateur connu pour son sens du détail, qui réalise souvent plus de 10 prises pour une scène.
l'accueil, le film divise fortement la critique à sa sortie. Certains jugent que le rythme est trop lent alors que d'autres acclament sa complexité et prédisent qu'il résistera à l'épreuve du temps. Aux États-Unis, Sheila Benson du New York Times, le Los Angeles Times, qualifie le film de Blood Crawler. Crawler définisseur disant qui rampe. En France, Philippe Manœuvre, dans Métal Hurlant, est l'un des critiques les plus virulents lors de la sortie du film. Il évoque une seconde mort pour l'écrivain décédé 3 mois avant la sortie et compare la situation avec celle de Boris Vian, mort à la sortie de l'adaptation de J'irai cracher sur vos tombes. Voilà, le film a eu une réédition en 2007, en 92 et en 2007. Ça change d'1 minute. La Director's Cut a fait 116 minutes, alors que la Final Cut fait 117. Et la version internationale, 117 minutes. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et un petit pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.